Bienvenue dans le débat, 32e jour de guerre au Moyen-Orient. On va évoquer ce soir le Liban, pays pris dans un conflit qu'il n'a pas souhaité entre le Hezbollah et Israël. Une nouvelle frappe israélienne a visé après avertissement un immeuble au bord de la route menant à l'aéroport de Beyrouth. Dans le même temps, l'armée israélienne a mené une série de frappes dans le sud du pays. Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a déclaré que son pays avait l'intention d'occuper une zone de sécurité à l'intérieur du Liban jusqu'au fleuve Litani, à une trentaine de kilomètres au nord de la frontière. Sachez également que 3 casques bleus indonésiens ont été tués, 2 dans une explosion hier sur une route du sud. Le 3e tué la veille par un projectile d'origine inconnue dans la région de Marjayoun. La France a demandé la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'armée israélienne a annoncé quant à elle la mort de 4 soldats dans le sud du Liban, portant à 10 le nombre de ces militaires tués depuis la reprise des hostilités avec le Hezbollah. Au Liban, il y a déjà plus de 1200 morts selon le ministère de la Santé du pays et plus d'1 million de déplacés. Alors on va revenir sur la situation humanitaire et politique au Liban alors que la guerre entre dans son 2e mois. Quelles sont les intentions du gouvernement israélien dans le sud du pays? Comment le Liban peut-il tenir? Liban, le spectre du passé. On en parle tout de suite avec nos invités. Fouad Kourielou est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes ancien directeur de L'Orient le Jour, auteur de Liban, état de survie. C'est aux éditions Max Milo. En face de vous, Ofer Bronstein, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur du Forum international pour la paix. La paix autrement, donc ça c'est le rapport que vous avez passé, que vous avez rédigé à l'aide, j'imagine, d'un certain nombre d'experts. Enfin, vous pouvez me le dire d'experts. Pour le président Macron et pour le président Emmanuel Macron. Macron. Les décideurs européens, oui. Merci d'être là. En tout cas, beaucoup. Adel Bakawan est avec nous ce soir. Bonsoir, directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa et puis chercheur associé au programme Turquie-Moyen-Orient de l'IFRI. La décomposition du Moyen-Orient, ça c'est votre livre aux éditions Talendier. Nous avons en duplex de Beyrouth notre envoyée spéciale Mélina Huette. Mélina, qu'on va retrouver juste après, faire un petit tour en images, justement. Un petit tour en images des tout derniers développements qui concernent le Liban. Des images de frappes dans le sud Liban diffusées par l'armée israélienne. Elle affirme attaquer des bases du Hezbollah, dont des dépôts d'armes, des postes de commandement ou encore des lanceurs utilisés pour tirer vers Israël. Les affrontements sur place sont incessants avec le groupe libanais. 4 soldats israéliens y ont perdu la vie ce lundi, tandis que 12 combattants du Hezbollah ont été tués. Le ministre de la Défense de l'État hébreu promet l'occupation de la zone par Israël après la fin de la guerre. L'armée maintiendra le contrôle de la sécurité sur l'ensemble de la zone jusqu'au fleuve Litani, y compris les ponts restants, tout en éliminant les forces Radouane liées au Hezbollah qui ont infiltré la zone et en détruisant toutes les armes qui s'y trouvent. Israël Katz interdit par ailleurs le retour des 600 000 habitants du sud Liban qui ont dû évacuer vers le nord tant que la sécurité du nord d'Israël ne sera pas assurée. Dans la capitale, dont la banlieue sud est encore soumise au bombardement ce mardi, les Beyrouthins sont résignés. L'escalade est constante. Et bien sûr, la confrontation va s'intensifier, c'est normal. Plus le sang coule, plus les combats sont violents. C'est un fait connu. Donc oui, il y a indéniablement une escalade. Les Israéliens n'ont jamais vraiment besoin de justification pour provoquer une escalade. La guerre risque donc de s'intensifier. De son côté, le Haut Commissariat pour les réfugiés tire la sonnette d'alarme face au déplacement massif d'une partie de la population, notamment vers la Syrie voisine. Ils sont plus de 200 000 personnes à avoir traversé la frontière, dont près de 180 000 Syriens qui avaient initialement trouvé refuge au Liban. La plupart fuient les bombardements israéliens intensifs. Ils arrivent épuisés, traumatisés et avec très peu d'affaires. Puis le 2 mars et le début de la guerre, plus de 1200 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur le Liban. En direction Beyrouth, on retrouve Mélina Huette, donc notre envoyée spéciale. Mélina, il y a eu une frappe sur la banlieue sud de Beyrouth. Quelles sont vos dernières informations en ce qui la concerne? Vous êtes allé aussi dans le sud du pays une nouvelle fois aujourd'hui. Vous avez rencontré des familles qui ne savent plus où aller. Racontez-nous.
Bonsoir Stéphanie. Alors effectivement, les bombardements se poursuivent sur la capitale libanaise, principalement dans la banlieue sud, considérée comme le fief du Hezbollah. Mais là, en l'occurrence, la dernière frappe que nous avons entendue se situait non loin de l'aéroport, sur une route qui mène à l'aéroport de Beyrouth. Et cette fois-ci, les habitants du district, de la zone qui a été bombardée, ont été prévenus en amont. Ce n'est pas toujours le cas. Nous, ici à Beyrouth, on entend très régulièrement les avions de chasse israéliens franchir le mur du son 3h, 4h du matin, et puis de fréquents bombardements avec des panaches de fumée sur ce qui est derrière moi. Normalement, vous pouvez le voir de jour, la banlieue sud de Beyrouth. Alors vous l'avez dit, nous avons passé beaucoup de temps dans le sud ces derniers temps avec Ashraf Abid de la chaîne arabophone et Olivia Bizot de la chaîne anglophone. Aujourd'hui, nous étions à Saïda pour suivre le parcours d'un enfant de 8 ans. Il s'appelle Hani. Il est atteint d'une leucémie. Il habitait à Tyr. Il a dû évacuer avec sa famille. Aujourd'hui, il se trouve dans une école qui ne fait plus office d'école, mais qui fait office de refuge, dans une toute petite salle de 4 mètres carrés, avec 3 autres membres de sa famille. Et Hani, il est assez représentatif de ces gens qui ont été jetés sur les routes après des bombardements massifs de leur village ou de leur localité. Lui, en plus, il est malade, donc il essaye de suivre sa chimiothérapie, mais il ne peut pas le faire dans des conditions décentes, et il dépend essentiellement de l'aide, de la charité des gens. Par exemple, la semaine dernière, il n'a pas pu se rendre à Beyrouth pour faire sa chimiothérapie. Aujourd'hui, quelqu'un a prêté une voiture à sa famille pour pouvoir se rendre à l'hôpital universitaire de Beyrouth. Hani, vous voyez son visage sur ces images filmées par Olivia Bizot. C'est vraiment l'incarnation, l'humanité de ce que la guerre fait aux gens. Et je pense que c'est important de le voir parce qu'on parle plus d'un million de gens déplacés. Mais en fait, c'est difficile de se figurer un tel chiffre. C'est tellement énorme. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, partout où on va, on voit des voitures arrêtées au bord de la route qui stationnent et dans lesquelles les gens dorment. Ce qui se passe, c'est que dans le sud, il y a des personnes qui refusent d'évacuer maintenant pour une simple et bonne raison, c'est qu'ils disent, en fait, nous, on ne sait plus où aller. En plus, en 2024, on pouvait éventuellement se réfugier à Beyrouth. Aujourd'hui, la capitale aussi, elle est frappée. Et puis, on n'est pas sûr de pouvoir regagner nos terres si jamais on part. Mina, vous restez avec nous. Fouad Kourielou, 1 million de déplacés. Est-ce que le Liban a des infrastructures pour les accueillir, ou est-ce que là, on frôle, je dirais, une situation humanitaire catastrophique? Non, il n'a absolument pas les moyens de les accueillir. Aujourd'hui, environ 100 000 personnes sont accueillies dans les centres d'accueil, si on peut dire, donc les écoles, comme celle que vous nous avez montrées. Il y en a au maximum 130 000. Le reste du million, alors il n'y a pas de statistiques officielles, mais ce sont des estimations. Une partie d'entre eux sont dans les régions centrales du Liban, ce qu'on appelle le Mont Liban, c'est-à-dire la banlieue élargie de Beyrouth, on va dire, et qui sont dans des appartements qu'ils ont loués ou chez des parents à eux. Une grande partie est déjà dans la plaine de la Beka, et laquelle plaine de la Beka risque d'être un champ de bataille dans les semaines et les mois qui viennent. Parce que c'est un fief du Hezbollah. Parce que c'est la Beka centre et la Beka du nord, c'est le cœur d'où partent les missiles. C'est de là-bas que partent les missiles qui bombardent Israël. Et donc, si l'armée israélienne veut aller au bout de son opération, eh bien, il faut aller jusque dans la Beka, ou en tout cas, il faut régler ce problème-là. Sinon, les missiles continueront de pleuvoir sur Israël. Et une partie de ces réfugiés chiites a déjà quitté le Liban vers d'autres pays, à travers essentiellement la frontière syrienne. Mais je dirais que le gros aujourd'hui est encore dans le pays, mais dans des régions qui sont soumises à des bombardements et qui risquent de le devenir de plus en plus dans les semaines et les mois qui viennent. Face à ça, l'État libanais n'a absolument pas les moyens de réagir, je dirais à moyen et long terme, mais il aura besoin d'une aide. Alors, il y a une aide qui commence à arriver. Une aide déjà humanitaire? Oui, mais je dirais c'est sans commune mesure avec l'ampleur des besoins qui se manifesteront si la situation s'éternise. On parle de quelques centaines de millions pour l'instant, 200, 300, 400 millions qui auraient été promis, qui seraient éventuellement en route. Mais vous imaginez que pour gérer 1 million de personnes qui risquent de se retrouver démunies, les montants nécessaires seront supérieurs à ça. Ofer Bronstein, Israël a l'intention d'occuper une partie du sud du Liban. C'est ce qu'a affirmé une nouvelle fois son ministre de la Défense. Il a précisé une ligne défensive contre les missiles anti-chars, et Israël maintiendra le contrôle sécuritaire de toute la zone jusqu'au fleuve Litani. Est-ce que c'est différent de l'occupation israélienne qui a duré 22 ans, puisque les Israéliens sont partis en l'an 2000 au Ofer Bronstein, ou est-ce que l'histoire se répète? Je ne sais plus qui est-ce qui avait dit qu'il y a quelqu'un qui fait la même chose deux fois et qui s'attendait
à des résultats différents est un idiot. C'est pas 2 fois qu'on répète la même politique. Donc vous avez cette impression que ça se répète. De la part des Israéliens, de la part du Hezbollah, de la part d'un gouvernement libanais très faible, très affaibli et très divisé. C'est un remake et un remake et un remake. On a pensé, on avait espéré que le cessez-le-feu de 2023 à la fin, avec les Américains et les Français qui donnent leur aval et qui sont là pour le préserver, allait être une réponse permanente de ce problème d'État dans l'État qui est le Hezbollah. Le Hezbollah s'est engagé avec le gouvernement libanais à remettre ses armes au gouvernement libanais, à être une force politique libanaise, à intégrer l'armée libanaise pour qu'il y ait un seul État, une seule armée. Il ne l'a pas fait. Israël a vu une excuse ou un prétexte, ça comme une bonne excuse, un bon prétexte de ne pas respecter le cessez-le-feu. Et puis voilà l'escalade. Tout d'un coup, le Hezbollah, on l'a toujours su, mais il est solide. Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il a provoqué les Israéliens ? La guerre est avec l'Iran. Donc le Hezbollah est là pour soutenir les Iraniens. Donc encore une fois, il représente une force étrangère à l'intérieur du cœur libanais. Mais je vais te dire pire pour le Hezbollah, pour lequel je n'ai aucun respect. Je l'ai vu, en 2023, être solidaire du peuple palestinien à Gaza. Donc lui aussi, c'est commencé à bombarder Israël. Mais on oublie que le même Hezbollah, 3 ans avant, était solidaire du régime de Assad pour massacrer des Palestiniens dans le camp de réfugiés de Damas. Oui. Donc, il massacre des Palestiniens à Damas, mais il les soutient quand Israël attaque. Le Hezbollah est un problème majeur, pas seulement le Hezbollah, comme toutes les autres organisations. Une armée, un État de droit, et les Israéliens aujourd'hui doivent accueillir l'initiative du président Macron. Pour la première fois, les Libanais disent on est prêt à reconnaître l'État d'Israël. Il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Adel Bakawan, donc effectivement, il faut rappeler que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre contre l'Iran, alors qu'il savait que la réponse d'Israël serait implacable, c'était même suicidaire. Écoutez, pendant 1 an, Israël frappait tous les jours le Hezbollah. Le Hezbollah n'a jamais riposté. Pourquoi ? Parce que la République islamique d'Iran n'était pas en guerre avec Israël. Le Hezbollah a été frappé à Beyrouth, le Hezbollah a été frappé à Bika, le Hezbollah a été frappé dans le sud, avant, après Litanie, mais les cadres dirigeants du Hezbollah, un par un, éliminés, mais le Hezbollah n'a jamais réagi. Au moment où la République islamique d'Iran, enfin, les Israéliens et les Américains déclenchent cette guerre contre la République islamique d'Iran, sans aucun respect, aucun respect pour le président libanais, pour le premier ministre libanais, pour ce gouvernement libanais dans lequel ils ont 2 ministères, pour cette Assemblée nationale dans laquelle ils ont des députés, sans aucun retour à ses partenaires libanais. Unilatéralement, il a déclaré la guerre en se solidarisant avec les Pasdaran et en se désolidarisant avec le Liban, sachant que le Liban, avant cette guerre, était déjà un État en situation de faillite. Et il y avait une chance extraordinaire avec l'arrivée d'un nouveau président, d'un nouveau Premier ministre, que le Liban relativement récupère sa santé. Mais le Hezbollah n'a pas donné même cette chance aux Libanais pour retrouver leur santé. Fouad Kourielou, en parlant justement du gouvernement libanais, il a pris position vraiment contre le Hezbollah de manière claire ces dernières semaines. Il avait donné jusqu'à dimanche à l'ambassadeur d'Iran au Liban pour quitter le pays. L'ambassadeur d'Iran a décidé de rester. Donc là, est-ce qu'on est dans une espèce... Et je cite Joseph Aoun, qui a sévèrement mis en garde, je cite L'Orient le jour, c'est des propos qui ont été rapportés, « La main qui menace la paix civile sera tranchée ». Donc là, on se retrouve dans un conflit ouvert entre le gouvernement libanais et le Hezbollah. Alors oui, je dirais que le gouvernement libanais est en porte-à-faux dans cette situation. Il a essayé pendant l'année qui s'est écoulée de ne pas entrer en guerre, si l'on peut dire, contre le Hezbollah, parce que d'une part, il n'est pas certain que l'armée libanaise en ait totalement les moyens militaires, et d'autre part, ça pouvait créer un schisme dans le pays. La situation aujourd'hui est totalement différente, parce que si jamais il y a un risque de troubles, ils viendront plutôt du côté du Hezbollah. Et là, ce qu'essaye de faire le gouvernement libanais, d'une part, si jamais il y a des troubles venant du Hezbollah, l'armée libanaise sera en position défensive, donc c'est plus solide
qu'en position d'attaque, surtout qu'il y a un début de basculement de l'opinion publique au Liban, et en particulier de l'opinion public chiite, un début de basculement. Mais surtout, je dirais que ce que le gouvernement libanais essaie de faire, c'est de prendre une position diplomatique pour essayer de préparer l'après-conflit. Et c'est ça, je pense, la clé de comment il faut lire le positionnement du gouvernement libanais. Entre parenthèses, c'est un point important, le gouvernement libanais a informé l'Assemblée générale des Nations unies. Il vient de l'informer officiellement du fait qu'il a déclaré les activités militaires du Hezbollah illégales. Et ça, c'est très important pour la suite aussi. Inédit. Parce que sur base de ça, hypothétiquement, un des scénarios futurs pourrait être que le Conseil de sécurité décide d'intervenir en soutien au Liban. Alors, selon le chapitre 7, selon le chapitre 6, tout ça est à voir. Mais avec éventuellement une coalition qui aiderait le Liban. Les casques bleus, j'y crois pas beaucoup, mais ça, c'est l'autre idée. Pas forcément les casques bleus, si c'est l'article 7. Moi, j'y crois pas. Moi, je crois en la volonté des grandes puissances qui ont de l'influence dans la région, les Américains qui peuvent obliger les Israéliens et les Français qui ont un impact au Liban de dire enough, it's enough, basta, on n'en veut plus. Enfin, les Américains, on a l'impression, à faire Bronstein, que Tom Barak, qui était l'émissaire américain, il a vaguement dit que le désarmement du Hezbollah commençait, et puis c'est à peu près tout. Oui, mais en même temps, je tiens à rappeler que quand il y avait un intérêt commun, le gouvernement de transition qui était dirigé par Lapid, et qui avait des intérêts communs contre la frontière maritime du Liban pour pouvoir lui permettre d'exploiter du gaz et du pétrole, il y avait un accord avec le Liban, grâce aux Américains, grâce un peu aux Français. Donc, s'il y a un intérêt commun, moi je suis ravi d'être devant Fouad et devant des amis libanais. Parce que leur journal est remarquable. C'est vraiment, le jour, oui. Oui, c'est vraiment une lumière qui vient de l'Orient. 2, ils sont très courageux. Quand cette guerre a commencé, le titre, je me rappelle, était le Liban suicidé par le Hezbollah. Oui. Donc vraiment courageux. C'est pas évident de le faire au Liban. Le Liban est un pays qui est victime, excusez-moi de l'expression, d'un viol collectif depuis toujours. Chacun y met sa main, chacun veut en tirer quelque chose, et les Libanais sont pris en étau. Moi, je fais la différence entre le Hezbollah et le peuple libanais. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est rendre la souveraineté aux Libanais. Oui. C'est la clé de la solution. Mélina Huet, vous voulez prendre la parole, je sais, parce que vous étiez justement dans le sud, où vous avez vu une population qui, malgré tout, malgré les incursions, malgré la destruction des villages, souhaite rester sur place. Ils sont minoritaires, mais ils ne veulent pas quitter ces villages. Oui, peut-être juste avant de parler du Sud, je voulais réagir à ce qui était dit sur le plateau concernant le Hezbollah. Effectivement, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a tendance à mettre les gens dans des cases, ce qui n'est pas du tout ce que vous faites sur ce plateau, fort heureusement. Mais parfois, depuis la France ou ailleurs, on se dit que le soutien au Hezbollah est souvent confessionnel, dépend de certaines catégories dans lesquelles on met des gens de manière extrêmement caricaturale. Or, encore hier ou avant-hier, je discutais avec 2 amies de confessions différentes. L'une était chrétienne maronite, l'autre était musulmane, je précise sunnite et non pas chiite. Et elles étaient d'accord sur plusieurs choses et pas sur d'autres, et je vais vous donner le détail. L'une, qui est pourtant sunnite et pas chiite, soutenait fermement le Hezbollah en disant que c'était vraiment un mouvement de résistance pour elle. Et l'autre disait qu'elle aurait soutenu le Hezbollah si et seulement si, et je la cite, je serais allée sur le front avec le Hezbollah tout en étant chrétienne maronite, si et seulement si il le faisait sous la bannière libanaise et non pas sous le drapeau iranien. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les ingérences de l'Iran, le fait que le Hezbollah est entré dans cette guerre à partir du moment où l'Iran a été touché, et le fait qu'une partie de la population en a effectivement plus qu'assez d'être prise en étau entre d'un côté Israël, qui donc s'apprête tout simplement à reconquérir des terres, c'est-à-dire à les occuper, que ce soit maintenant ou après la guerre. On ne sait pas très bien ce que veut dire d'ailleurs après la guerre. Et puis on rappelle, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il y a eu 22 ans d'occupation. Donc d'un côté Israël, et puis de l'autre le Hezbollah qui prend au piège des populations. On était encore dimanche dans la région de Saïda et il y avait Al-Razia juste à côté. Et il y avait même des chrétiens qui nous disaient « Moi je prie pour les musulmans chiites qui eux-mêmes
sont pris pour cible des bombardements israéliens parce qu'on considère qu'ils font partie de ce fief du Hezbollah, ou en tout cas qu'ils occupent des terres où le Hezbollah est implanté. Donc c'est vraiment beaucoup plus complexe que l'idée qu'on s'en fait parfois en Europe, et c'est pour ça aussi que je voulais intervenir. Très bien, Adel Bakawan. Le risque, c'est quoi? C'est finalement qu'il y ait une nouvelle guerre civile au Liban. Ça serait possible? Est-ce que la haine va l'emporter? Parce qu'une occupation israélienne du sud du Liban, Ofer Bronstein, ça ne peut qu'attiser la haine de l'autre côté. Là, des villages, il y a des raids sur des villages. Les populations, a priori, c'est ce que dit Israël Katz aujourd'hui, ne vont pas pouvoir retourner de toute façon sur place pendant un moment. Combien de temps vont-ils être présents? On ne sait pas. C'est la haine qui va être attisée dans tout ça. Je suis allé à Beyrouth. En tant que sociologue, j'ai organisé plusieurs tables rondes, notamment pour les Libanais, les jeunes entre 18 et 25 ans qui ont participé au mouvement de contestation quelques années plus tard. D'accord, que j'ai organisé ces tables rondes pour savoir ce que c'est leur perception de la libanité, de l'identité libanaise, de la nation libanaise, etc., etc. Ce qui sortait régulièrement, c'est que dans cette identité, ce référentiel libanais doit être transcommunautaire et transpartisane. Par exemple, lorsqu'il nous parlait du Hezbollah, c'est pas moi, c'est pas Adel Bakawan qui parle, ces jeunes pendant ces tables rondes, ils disaient au nom de quelle légitimité? La totalité des partis politiques qui disposaient des branches armées ont rendu leurs armes à l'État libanais, au gouvernement libanais. Ils se sont insérés dans le champ politique. Ils sont devenus des partis politiques non armés. Mais le Hezbollah garde ses armes contre l'État libanais. Il n'a jamais voulu désarmer. Alors, deux, ça c'est une donnée vraiment factuelle du terrain. Ce n'est pas le sociologue qui l'invente. Ensuite, deux, pendant pendant un an, ce gouvernement, le nouveau gouvernement libanais, même le président, Dieu sait combien il était sous la pression occidentale, arabe, notamment Arabie Saoudite et les Émirats, et surtout Israël, pour entrer dans une guerre contre le Hezbollah. Mais il a toujours refusé, il a préféré la négociation, avec de très bonnes volontés. Il négociait avec le Hezbollah devant toutes les caméras, et le Hezbollah démontrait une volonté, une initiative, etc., devant les lumières. Mais on vient se rendre compte que pendant cette année qu'il négociait avec le gouvernement, les Pasdaran, parce qu'en fait, on sait très bien, après le 7 octobre, l'armée israélienne a détruit à peu près 80% des infrastructures militaires de Hezbollah. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Hezbollah démontre cette résistance face à cette montée en puissance d'Israël? C'est parce que pendant cette année-là, les Pasdaran ont parfaitement réussi à réarmer le Hezbollah. Autrement dit, il était dans un double processus. Je négocie officiellement avec le gouvernement et je finis là, mais officieusement dans les coulisses, ils sont réarmés. Ça, ce n'est pas dans l'intérêt des Libanais, ni pour la nation, ni pour l'État, ni pour le gouvernement. Autrement dit, la phrase avec laquelle je conclue mon introduction, c'est qu'on a une organisation contre l'État et contre la société libanaise. C'est la seule expression. Et cette organisation ne peut pas exprimer une résistance libanaise parce que le Liban n'a pas décidé d'entrer dans la résistance. Fouad Kouré-Elou, vous êtes d'accord? Donc, de toute façon, il est pris en étau, on a l'impression, effectivement, ce pays, entre le Hezbollah et puis Israël, donc, qui commence à envahir le sud. Comment peut-il tenir, tout simplement? Est-ce qu'il y a une manière de soutenir l'armée libanaise? L'armée libanaise, elle représente le Liban, tout de même. Elle représente le Liban. Est-ce qu'elle représente le Liban dans toutes ses composantes? On peut dire ça aujourd'hui? C'est ce qu'elle essaye de faire jusqu'à maintenant. En n'entrant pas justement de front contre le Hezbollah, parce que jusqu'à cette séquence-là, ça aurait été entrer de front contre une très grande partie de la communauté chiite. Mais je crois que ce qui est en train de se passer au Liban, c'est qu'Israël a choisi l'option sécuritaire, l'option militaire, c'est très clair. Ça rappelle un peu d'ailleurs ce que les États-Unis... Pour anéantir le Hezbollah, hein, c'est ça l'objectif affiché. Quel que soit le scénario en Iran, Israël poursuivra jusqu'au bout au Liban. En tout cas, c'est ce que le Premier ministre Netanyahou a dit. Donc à partir de là, les Libanais n'ont pas trop le choix. Ils vont devoir encaisser, ils vont devoir subir le poids de la guerre qui va aller croissant. On s'attend à ce que ça aille croissant dans les semaines et les mois qui viennent. Donc ce que le gouvernement et l'armée libanaise essayent de faire, ce n'est pas de se battre contre Israël, parce qu'ils n'en ont pas les moyens militaires, c'est essayer tout simplement de garder la paix civile
de contenir en fait les débordements, et ils sont en train d'y arriver pour l'instant. On parlait tout à l'heure d'1 million de déplacés au Liban. Il n'y a pratiquement pas d'incident aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de tensions politiques, mais pour l'instant, elles sont absorbées par les différents services de sécurité qui opèrent pour le compte du gouvernement libanais, donc l'armée libanaise et tous les autres services de sécurité. Donc, pour l'instant, ils essayent d'absorber le choc. Mais je dirais que tout ça n'aura qu'un temps. À partir d'un certain moment, c'est pourquoi je reviens à ce que je disais concernant l'aide internationale. Même s'il n'y a pas une intervention militaire internationale, il va falloir un soutien à ce gouvernement, parce que la phase d'après La les France combats, pourrait faire plus, à votre avis, Oui. en Iran? Elle devrait Bien faire sûr. plus? Certainement qu'elle pourrait faire plus. De toute façon, il faudra qu'elle fasse plus, parce qu'il faudra un soutien non seulement financier et économique, mais aussi social, et je dirais même diplomatique et psychologique, pour que ce gouvernement et ce peuple tiennent, parce que c'est trop. Vous savez, depuis 2019, nous avons subi un effondrement économique, un énorme effondrement économique, une explosion au cœur de Beyrouth qui a détruit des quartiers entiers, et deux guerres. De grandes guerres et des tensions permanentes. Donc, ça fait 7 ans que le pays n'a pas connu une seconde de répit. Donc, à un moment donné, le tissu social peut s'effondrer. Et donc, il faut rattraper le pays. Et là, nous aurons besoin de l'aide internationale. Moi, Pierre Bronstein, vous êtes d'accord? non. La France... Non, je suis d'accord que le Liban a besoin d'aide, mais j'arrive à la conclusion, après 40 ans de guerre diverses et variées au Liban, 75 ans de guerre avec les Palestiniens, 50 ans ou presque un siècle d'instabilité et de guerre au Proche-Orient, que la solution ne viendra pas ni des Israéliens, ni des Libanais, ni du Hezbollah. S'il n'y aura pas aussi bien quand il s'agit au Liban que lorsqu'il s'agit des Palestiniens, s'il n'y aura pas une détermination de la communauté internationale et surtout de l'Europe et des États-Unis. Donc vous attendez beaucoup de la communauté internationale. Moi, j'attends même une intervention militaire, si nécessaire, pour que le Hezbollah ne puisse plus agir militairement, pour que le Liban retrouve sa souveraineté, pour que les Israéliens méritent leur sécurité. S'il faut, il faut intervenir. Je vais vous faire... intervenir militairement contre le Hezbollah. Contre le Hezbollah, militairement. Vous savez, les Israéliens, les Palestiniens et les Libanais sont pris en otage par leur minorité terroriste. Les trois. Israël, son gouvernement est pris en otage par une minorité extrémiste, messianique, folle, furieuse, mais c'est une minorité, mais qui tient le gouvernement et la société israélienne. Les Libanais pris en otage par les terroristes du Hezbollah, les Palestiniens pris en otage par les terroristes du Hamas, tout ça manipulé par des forces étrangères. Il faut une fois pour toutes comprendre la complexité de la chose et venir les aider les uns et les autres à régler le problème. Ils n'y arriveront pas tout seuls. L'initiative française de le faire venir... On voit bien que la communauté internationale, en tout cas... d'abord, il y a une guerre là, contre l'Iran. Donc, est-ce que des Américains et des Israéliens contre l'Iran, et en même temps, la guerre contre le Hezbollah. Donc, tout ça... Moi, je crois que les Américains et les Français, sur le dossier libanais, sont déterminés à aller jusqu'au bout. Alors, c'est vrai que les Américains... Vous pensez ça des Américains, vraiment, Pierre Bronstein, parce que... Oui. Vous pensez qu'ils sont... Oui, et les pays arabes. L'Arabie saoudite a des intérêts. Le Qatar a des intérêts. La Syrie a changé. L'Iran a changé. Donc, tous ces changements géopolitiques me permettent de croire qu'une intervention sérieuse, déterminée de l'étranger, peut éliminer le Hezbollah comme force militaire. Après, qu'ils fassent de la politique. Mais en même temps, vous disiez l'histoire se répète et on n'arrive pas à les éliminer. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut une intervention étrangère. Adel Bakawan. Vous avez absolument raison. À part une intervention étrangère, le Liban ne sera pas sauvé seulement. J'ai discuté énormément hier après-midi avec un général qui a dirigé la présence militaire pour ne pas nommer un pays européen au Liban pendant des années. Il nous disait la seule solution. Il n'y a pas d'autre solution parce que l'État libanais est fragile. L'armée libanaise est fragile. Les pays arabes n'ont aucune volonté à accompagner le Liban. Et les Américains, là aussi, les Américains ne s'engagent absolument pas au sol pour régler le problème libanais. Les seuls qui peuvent régler le problème libanais, c'est la France et le Royaume-Uni. Et il faut qu'il engage les troupes au sol. C'est eux qui ont foutu le bordel. Exactement. Et seulement, il disait... Ils engagent les troupes au sol. Il était honnête. Il disait seulement... Donc des soldats français, des soldats britanniques... Avec les décideurs français et britanniques, ils n'ont aucune volonté à engager les troupes au sol. Autrement dit, malheureusement, une autre fois... les Libanais sont livrés à eux-mêmes dans leur tragédie et il n'y a aucun miracle pour les sauver. Ça va changer parce que le Hezbollah va être affaibli
après cette Mais guerre il est déjà, enfin il était il déjà encore. Après la guerre en Iran, il le sera encore. Le Hamas est affaibli. Donc moi, je reste optimiste parce que je pense qu'il y a des forces vives au Liban, en Israël, chez les Palestiniens, qui sont en train de reprendre le flambeau. C'est vrai que tout est lié, hein, ça c'est sûr. Vous êtes d'accord, Fouad Kourielou, il faudrait même une force... Il faudrait que la France envoie des soldats français, que le Royaume-Uni envoie des soldats britanniques au Liban. Ça pourrait aider à résoudre le problème de la souveraineté de ce pays. Ils ont une responsabilité historique. Je pense qu'il y a 2 scénarios pessimistes pour le Liban. Les scénarios optimistes, on peut en parler. Il y a 2 scénarios pessimistes. Vous passez d'abord en revue les pessimistes, vous. Oui. Le premier, c'est que sous le choc des affrontements actuels et des troubles internes, de la dissension interne, le pays se scinde. Et ça, c'est un danger qu'on identifie au Liban. Ça veut dire guerre civile, ça veut dire effondrement. Que le pays se scinde en différents morceaux, qu'il y a un début de partition. Et ça, c'est un scénario pessimiste et je ne le souhaite certainement pas. Mais il y a donc l'éclatement du Liban. L'éclatement. Mais il y a un deuxième scénario pessimiste aussi. C'est que, par exemple, l'armée israélienne poursuive le Hezbollah jusqu'au bout, le frappe partout. Donc elle réussira à détruire les moyens militaires du Hezbollah qui peuvent nuire à Israël. Mais le Hezbollah ne sera pas fini en tant que mouvement. Ça restera un mouvement qui a des armes légères ou semi-légères ou semi-lourdes et qui est dans l'État libanais, qui est au sein de la population libanaise. Et alors là, le pire, ce serait un scénario pour le Liban du type Cisjordanie, du type Gaza-Cisjordanie en fait. Gaza au sud, et c'est ce que les dirigeants israéliens actuels promettent, c'est-à-dire de détruire une partie de Liban Sud, le raser totalement pour qu'il cesse d'être un danger, et que le reste du Liban soit, comme Mahmoud Abbas aujourd'hui, contraint sous la pression de poursuivre ou de mater les éléments du Hezbollah qui restent. Donc le Liban se retrouverait comme une espèce d'État policier, en quelque sorte, qui devrait faire la police sur son territoire pour le compte des autres, en définitive. Et ça, je ne le souhaite pas non plus. Donc c'est pour ça. Pour éviter ces 2 scénarios pessimistes, oui, je suis d'accord qu'il faut une intervention étrangère, mais pas seulement sécuritaire ou militaire. Il faut sauver le Liban aujourd'hui de la guerre régionale qui se déroule sur son sol. La guerre dans tout le Moyen-Orient se déroule également sur le sol libanais. Ce n'est pas sa guerre. Oui. Ce n'est pas sa guerre, c'est la guerre des autres. La géopolitique de la région est en train de changer dramatiquement. Tout sauf la guerre des Israël Libanais. n'est pas ce qu'elle était, l'Iran ne sera pas ce qu'il était, les pays du Golfe, les nouveaux leaders du pays du Golfe, les jeunes, ne sont pas ce qu'ils sont. Il y a aujourd'hui des enjeux qui sont complètement différents. Et je pense que c'est dans ce cadre des enjeux qui se proposent au peuple de la région, on peut être pessimiste parce que je crois qu'ils ne veulent plus la guerre. Je vois les Israéliens. Le ministre de la Défense, il peut créer Rambo et faire Zorro. Je vais faire. Il va y avoir des soldats qui vont mourir tous les jours. Il y en a eu 4 tous les jours. La moitié il y en a eu beaucoup d'ailleurs au moment de l'occupation, avant 2000. La moitié de la population israélienne est paralysée elle-même, presque prise en otage chez elle. Elle court dans les abris tous les jours. Ils ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas fonctionner. Ça depuis 3 ans plus ou moins. Donc personne ne sort gagnant de ce conflit. Il n'y aura que des perdants. Vous savez, juste une dernière phrase par rapport à ce sujet. L'Iran, les Pasdaran ont pris en otage plusieurs pays arabes. Ils ont pris en otage l'Irak aussi. Hein. Là, les proxys, le Hezbollah irakien, les Assaïb, etc. Malgré le rejet total du gouvernement de Mohamed Shia Soudani, il attaque tout le monde. Les Houthis au Yémen, ils ont pris en otage le Yémen aussi. Autrement dit, le moment est venu pour réarabiser ces États-là, au moins le retour à l'État, à la raison d'État, et sortir de ce que j'appelle la milicisation du Moyen-Orient. La milicisation n'a amené que la tragédie dans tous ces pays-là. Oui, Mélina, je vous retrouve, parce que vous êtes toujours avec nous, vous qui êtes sur le terrain, donc le terrain de cette guerre. Vous étiez dans le sud, vous avez vu aussi, me semble-t-il, vous avez croisé des membres de la FINUL. Il faut rappeler que 3 casques bleus indonésiens ont été tués, 2 dans une explosion. C'est pas vraiment défini exactement. Il y en a un 3e qui a été tué la veille, donc il y a 2 jours dans la région de Marjeyoun. Donc je disais, pour en revenir à ces villages, cette population du sud, donc certains, la majorité est partie, mais certains, et c'est ça quand même qui est assez incroyable, c'est qu'ils veulent rester envers et contre tout. Oui, absolument. Ils veulent rester pour plusieurs raisons. La première, c'est que certains n'ont tout simplement nulle part où aller. La deuxième raison, disent-ils, c'est que de toute façon, par rapport à 2024, plus aucun endroit ne semble sécurisé, en tout cas pas Beyrouth, donc ils n'ont pas l'intention de rejoindre Beyrouth pour ceux qui restent. On parle de quelques dizaines de milliers de personnes, c'est très difficile de les évaluer sur les 700 000 qui avant habitaient les localités du sud, au sud du fleuve Litani. Et puis la troisième raison, c'est vraiment cette idée de dire si on part,
Il faut qu'on recommence à zéro. Ça, on n'en a plus la force, on n'en a plus la capacité, je vais en reparler juste tout à l'heure. Et puis, on n'est pas sûr de retrouver nos terres parce qu'ils ne savent tout simplement pas ce qui va advenir effectivement de ces territoires, s'ils vont être occupés, s'il va y avoir des incursions in and out ou s'il y aura une occupation. Si je prends un exemple très concret, je me suis dit, si mon frère était né au Liban, il est né en 78, il n'aurait connu quasiment que la guerre. En 78, il y a une première incursion qui dure 7 jours à l'époque, c'était énorme. C'était l'opération Litanie, donc du nom du fleuve éponyme. Finalement, en 1982, paix en Galilée, là, l'armée israélienne monte jusqu'à Beyrouth, encercle Beyrouth pendant 2 mois, puis pénètre dans la ville une fois qu'elle en a été vidée des combattants de l'OLP qui pour la plupart sont partis à Tunis. Vous vous souvenez sans doute de ces images de Yasser Arafat par exemple à Athènes cette fois. Et puis finalement, la FINUL qui a été créée en 78 pour aussi accompagner la sortie de l'armée israélienne, parce qu'à l'époque la communauté internationale était quasiment unanime et notamment les États-Unis demandaient à ce que Israël quitte le territoire. Eh bien la FINUL existe toujours. Total, ça a duré 22 ans, vous l'avez répété, puis il y a eu 2006, on l'a dit tout à l'heure, le pays n'a jamais été tranquille depuis quasiment, 2019 une grande crise, 2020 le port de Beyrouth qui explose. C'est-à-dire que là, il y a un phénomène d'épuisement absolu de ces populations, quelles qu'elles soient, encore une fois, peu importe leurs obédiences politiques, peu importe leur confession, en réalité, là, il y a un épuisement absolu. Et donc ces populations qu'on a rencontrées dans le sud, elles nous disent ne vouloir qu'une seule chose. Et je pense que c'est un mot qu'on n'entend pas assez depuis le début de toutes ces guerres au Moyen-Orient. Elles veulent la paix. Ça paraît complètement galvaudé ou désuet de le dire aujourd'hui, mais c'est réellement quelque chose qui revient constamment. Oui, attendez, d'abord, Fouad Khoury, justement, une réaction. Elles veulent la paix, mais bien sûr, mais on voit qu'elles n'ont eu quand même que la guerre depuis toutes ces années. Enfin, pas que la guerre, c'est pas vrai. Il y a la guerre et puis un peu... Il y a du statu quo. On peut dire qu'il y avait une forme de statu quo et que là, le statu quo, depuis le 7 octobre, a volé en éclats. C'est un peu ça, en fait. Je crois que la réponse viendra d'Iran. Parce que ça fait depuis 1982, depuis que les soldats de l'OLP ont quitté le Liban, l'Iran a pris la place de l'OLP au Liban, d'abord conjointement avec la Syrie de Hafez el-Assad et ensuite tout seul à travers le Hezbollah. Donc si l'Iran change d'attitude, les choses changeront au Liban. Moi, je veux lancer un appel à Fouad et à mes amis libanais. Parce que quand la dame là, nous dit qu'ils veulent la paix, c'est pas la paix qu'ils veulent, la plupart d'entre eux. Ils veulent la tranquillité, ils veulent pas la paix. La paix, c'est autre chose. Ouais. Je suis complètement désorienté, déçu par mes amis libanais. Moi, je suis français, je suis européen, mais je suis aussi israélien. Ils n'ont pas le droit de me serrer la main. Ils n'ont pas le droit de me rencontrer. S'il n'y aura pas de rencontre entre des Israéliens de bonne volonté et des Libanais de bonne volonté... il y en a ce soir. Oui, bien sûr. Le gouvernement libanais a affiché clairement son intention de l'abroger. De négocier avec Israël. Il faut encourager. Il ne faut pas attendre que l'ONU décide pour nous. Mais l'ONU, elle décide de quoi? Non, mais justement, de rien du tout. Donc il faut attendre qu'il y ait des initiatives économiques, politiques, culturelles entre des Israéliens et des Libanais de bonne volonté pour pouvoir envisager le futur. Vous savez, le grand défi des Israéliens, des Libanais et des Palestiniens, c'est le défi d'un nouveau narratif et la souveraineté des uns et des autres. Et ça, on peut le construire aussi, nous, les citoyens de la région. C'est la société civile, en fait, que vous mettez en avant. La société civile peut jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, on l'a vu, elle se révoltait, cette société civile libanaise. On se souvient de tout ce peuple libanais qui était contre la corruption en 2019. Vous savez, les Israéliens ont quitté le Liban grâce à 4 femmes. Qui étaient ensemble, enthousiastes. Un mouvement de 4 femmes a obligé les Israéliens à quitter le Liban. 4 mères qui se sont réveillées un jour et qui ont dit on ne veut plus que nos enfants soient là-bas. Et ça a pris une ampleur dingue par une manifestation d'un demi-million de personnes à Tel Aviv et les Israéliens ont quitté le Liban. Il faut que nous mobilisions. Mais il faut peut-être que les armes se taisent avant, non? C'est ça ou pas? Il faut que les armes se taisent avant, parce que là, en pleine guerre, là, le conflit, je dirais... Non, moi je pense qu'il faut tout le temps parler, dire on ne veut pas des armes. Même pendant le feu, il faut parler des perspectives, il faut parler. Et justement, il y aurait peut-être des perspectives de négociation entre Israël et le Liban, puisque la France le propose. Le gouvernement libanais n'est pas contre, en tout cas, si j'ai bien compris, la même... C'est les Israéliens qui posent des questions. C'est les Israéliens, donc ne souhaitent pas. Ce sont les Israéliens qui ne souhaitent pas négocier avec les Libanais dans les contextes actuels, parce que tout simplement, Israël se voit comme dominant dans la gestion des rapports de force et donc hors de question dans ces conditions. Ils sont d'accord à condition que la guerre continue. Négocier avec les Libanais seulement, si vous me permettez,
moi, c'est ma conclusion pour l'émission, c'est qu'on a de très bonnes volontés, on a de très bonnes initiatives, on a de très bons espoirs. Seulement, il y a des conditions objectives qui dépassent notre volonté, notre espoir et tout ce qu'on rêve pour le Liban et pour l'Irak et pour d'autres pays. À savoir, dans ces conditions actuelles, hélas, le Liban comme l'Irak, ils sont en cours de décomposition, non seulement sociétale, mais aussi territoriale. Donc vous dites décomposition, hein. C'est le titre de votre livre, de toute façon. Donc le scénario n'est pas très optimiste. Et là, c'est les conditions objectives qui nous disent. Ce sont des données factuelles. C'est le risque, en tout cas, faut être On est obligé d'être optimiste. Le pessimisme, ça sert à rien. C'est le risque, la décomposition. Un militant a le droit d'être optimiste, mais un chercheur a le devoir de travailler sur les données factuelles. Le pessimisme de la pensée et l'optimisme de l'action. Vous savez, Israël refuse de négocier aujourd'hui parce qu'il veut poursuivre le Hezbollah jusqu'au bout. Mais qu'est-ce qui restera du Liban une fois qu'on aura poursuivi le Hezbollah jusqu'au bout? Ça, c'est la question. C'est pourquoi il faut rattraper le Liban aussi. Il faut l'empêcher de s'effondrer. Parce que l'effondrement du Liban aurait des conséquences beaucoup plus graves aussi pour toute la région. Je suis d'accord. Toute la région. Bien sûr. Absolument. Ça sera le mot de la fin. Merci. C'est un plaisir de rencontrer des Libanais. Merci à France 24. Merci Ofer Bronstein. C'est toujours un plaisir de vous avoir. Adel Bakawan, merci. Merci Mélina Huet qui est sur le terrain pour nous encore plusieurs jours. Merci à vous Mélina. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Ouf.